Donc, comme l'a dit Madame Perrin, je suis référente terrain pour la branche du service à la personne, mais aussi la branche du particulier employeur au sein de l'OPCO des entreprises de proximité. L'OPCO des entreprises de proximité, pour petit rappel, c'est 54 branches professionnelles qui a 3 domaines d'activité, dont l'artisanat, les professions libérales, mais aussi du coup les services de proximité dans lesquels on va retrouver les métiers de l'aide à domicile, notamment. Je pense, Madame Perrin, qu'on peut peut-être passer à la diaporama suivante. On intervient notamment auprès de nos fédérations et de nos branches adhérentes sur divers domaines. Le premier, c'est qu'on peut leur apporter un appui technique à nos branches. Donc, c'est un appui qui va concerner la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc, sur les métiers de l'aide à domicile, c'est important puisqu'il y a de fortes tensions. C'est des métiers qui sont en évolution constante et sur lesquels il y a des besoins d'accompagnement. On peut également les accompagner sur la création de certifications professionnelles. Et puis, bien entendu, on peut les accompagner sur la définition de niveau de prise en charge pour leur contrat d'apprentissage. Et à partir de ces branches adhérentes, on va bien sûr retrouver les entreprises qui font partie de ces branches et on va les accompagner sur des notions de plan de formation. Donc, on va leur permettre de les accompagner dans de l'analyse de besoins et la mise en œuvre de ces besoins en formation pour leurs salariés et également sur la partie recrutement où on va les accompagner sur leurs projets de recrutement, leurs problématiques de recrutement également et on va notamment faire la promotion des contrats en alternance et de l'apprentissage aussi. Voilà. Toujours au niveau de l'OPCO des entreprises de proximité. Pour les métiers de l'aide à domicile, on va retrouver 3 grandes branches professionnelles. La première, c'est la branche des salariés du particulier employeur. On a une deuxième branche qui est celle des assistants maternels du particulier employeur et une troisième branche qui est la branche des entreprises de service à la personne. Au niveau des fédérations qui vont représenter ces branches, on a la FEPEM, qui est la Fédération des particuliers employeurs de France, qui va représenter la branche des salariés du particulier employeur, mais également celle des assistants maternels du particulier employeur. Au sein de la branche des entreprises de service à la personne, on va retrouver 3 fédérations. On va retrouver la FEDESAP, qui est la Fédération française des services à la personne et de proximité. On va également retrouver la FESP, qui est la Fédération du service aux particuliers. Et on va avoir aussi en dernière fédération la Fédération française des entreprises de crèche, puisqu'au sein de cette branche professionnelle, on va retrouver des métiers de l'aide à domicile, mais également des crèches et également des micro-crèches. Voilà. Toujours dans la partie un petit peu finalement paysage socio-économique, on va distinguer des typologies d'employeurs. Donc, en termes de typologie d'employeurs, moi, je vais les séparer en modalités d'intervention. Finalement, on va en retrouver 2. On va avoir une première modalité d'intervention qui est une modalité de prestataire. Alors, le prestataire, c'est un modèle salarial classique, c'est-à-dire qu'on a une entreprise qui a des salariés et qui va les mettre à disposition au domicile de particuliers. Donc, cette modalité d'intervention-là, on va la retrouver majoritairement, voire à 100%, dans la branche du service à la personne. Cette branche-là, elle est majoritairement représentée par des petites et moyennes entreprises qui comptent entre 10 à 49 salariés.
C'est quand même assez important puisque c'est plus de la moitié des entreprises de cette branche-là sur le national et ça va représenter 60% des salariés. Donc, c'est 60% des 96 000 salariés de la branche du service à la personne. En Bourgogne-Franche-Comté, pour vous donner une idée, cette branche elle est représentée par 180 entreprises et 2132 salariés, ce qui doit représenter à peu près 3% du national sur notre territoire. Voilà. Par rapport à cette branche, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une forte implantation dans les zones périurbaines et rurales, et en fait, ça participe fortement à l'emploi salarial. Donc ça, c'était la première modalité d'intervention. La deuxième modalité d'intervention, c'est celle qui va concerner les assistants maternels du particulier employeur et la branche du particulier employeur, où on va avoir un particulier qui là est employeur direct d'un salarié à domicile. Donc voilà au niveau de la typologie d'employeur. Pour aller un petit peu plus loin, on peut distinguer dans ces typologies d'employeurs 26 grandes activités. Donc, c'est des activités qui sont diverses et variées. On peut avoir, bien sûr, de l'accompagnement de personnes âgées, personnes handicapées, également de la garde d'enfants de moins de 3 ans, mais aussi de plus de 3 ans, et des activités un petit peu plus classiques comme du jardinage, de l'aide ménagère, etc. Là, dans ces grandes activités-là, ce qui est important à retenir, c'est que finalement, on aura des services à destination de personnes vulnérables. Et ces personnes vulnérables, ce sont les personnes âgées, les personnes handicapées, mais également les enfants de moins de 3 ans, puisque pour pouvoir accompagner ces typologies de personnes, c'est finalement très réglementé. Et on a les autres services qui sont pour tout type de personnes. Donc, c'est ce que je disais, on peut faire du jardinage, de l'aide ménagère à domicile et pas forcément au domicile de personnes âgées ou personnes handicapées. Voilà. Pour terminer, côté OPCO des entreprises de proximité, j'ai également fait un point sur les types de contrats et la typologie des salariés qu'on va pouvoir retrouver au sein des branches professionnelles. Donc là, on a un premier point sur la branche professionnelle du service à la personne. Donc, ce qu'on retrouve en termes de type de contrat, c'est majoritairement du CDI, mais à temps partiel. C'est ce qu'on va voir, c'est plus de 80% de temps partiel. Et en même temps, ce sont des contrats typiques de ce secteur. On a rarement du temps complet. En termes de catégories socio-professionnelles, on est sur une grande majorité d'employés et c'est à plus de 90% des femmes qui travaillent au sein de ce secteur. La moyenne d'âge dans les entreprises de service à la personne, c'est environ 37 ans. Et c'est bien ce qui est donné, hein. Le profil type, c'est une femme qui aura entre 35 à 45 ans, qui sera employée en tant qu'assistante de vie ou auxiliaire de vie sociale. Elle sera probablement en CDI et également à temps partiel. Voilà. Et pour donc le particulier employeur, on va retrouver des similitudes avec la branche du service à la personne, mais également quelques différences. Donc, pour ces typologies-là, c'est près de 9 salariés sur 10 qui sont des femmes. Donc, de façon majoritaire et globale, c'est un métier qui n'est pas réservé qu'aux femmes, puisqu'on va trouver des hommes, mais qui majoritairement est plébiscité par des femmes. Dans le particulier employeur, on a une petite différence au niveau de l'âge qui a toute son importance, je trouve, et qui était importante en tout cas à garder en tête, c'est qu'on a un salarié sur 2 qui est âgé de 50 ans ou plus. Donc cette donnée-là, elle est intéressante puisque dans les années à venir, ça veut probablement dire qu'on va avoir beaucoup de départs en retraite et de ce fait d'autant plus de recrutement à prévoir.
On a un emploi à temps plein qui est plus fréquent au niveau de la garde d'enfants. Ça représente 18% des contrats. Ceci dit, on reste majoritairement sur du temps partiel. Ces 18% étant équivalents au nombre de contrats en équivalent temps plein qu'on retrouve dans la branche du service à la personne. Donc là, on est sur des choses qui sont très, très identiques. Et là, ce qui est intéressant aussi à retenir, c'est qu'on a plus de la moitié des salariés qui travaillent auprès de 2 particuliers employeurs ou plus, éventuellement. Donc, dans le particulier employeur, au contraire de la branche du service à la personne, bien que on peut retrouver des salariés qui aient plusieurs employeurs, on va bien sûr avoir des salariés qui ont plusieurs employeurs. Voilà. Je vous remercie, Madame Chamard, pour cette intervention. Merci à vous. Monsieur Gallet, peut-être répondre à la première question et je la relayerai après à Monsieur Rousseau, s'il le veut bien. Donc, en fait, ma question, c'était dans chacune de vos fédérations, auprès de quel public interviennent vos salariés? Oui. Alors, vous m'entendez? Tout le monde m'entend? Normalement? Alors, pour reprendre aussi la présentation de Madame Chamard, donc vous aurez vu que l'emploi à domicile, hein, ce qu'on nomme emploi à domicile à travers l'emploi entre particuliers employeurs et salariés, couvre vraiment une grande variété de domaines, hein, petite enfance, avec des spécificités soit au domicile de l'assistant maternel, soit garde d'enfants à domicile, auprès bien évidemment du domicile de la famille. Alors quand on parle de garde d'enfants à domicile, on intègre aussi le babysitting, hein, qui figure dans la convention collective. Des métiers liés à l'emploi familial, c'est-à-dire pour l'entretien de l'espace de vie, ça peut être préparer les repas pour la famille, pour les enfants, le ménage, bien évidemment, les familles, les seniors. Et bien évidemment, on a une forte proportion donc, de parties employeurs de plus de 60 ans en Bourgogne-Franche-Comté. Alors Caroline, si éventuellement vous pouvez peut-être afficher l'iconographie relative aux chiffres régionaux, ça serait peut-être plus parlant. Voilà. Donc, je ne vais peut-être pas détailler dans tous les départements, mais sachez que l'emploi à domicile couvre 10,5% donc des ménages de la région, avec, comme je l'indiquais, donc une proportion assez importante donc de particuliers employeurs seniors qui ne sont pas, loin s'en faut, en situation de perte d'autonomie. Bon, bien évidemment, ça va de pair aussi avec le vieillissement de plus en plus important en Bourgogne-Franche-Comté. On reviendra aussi, et là aussi pour compléter déjà la présentation de Madame Chamard, on reviendra un peu plus tard lors de la présentation sur les besoins en recrutement, notamment les nouveaux besoins en recrutement et puis aussi le remplacement donc des salariés qui partiront à la retraite. Donc pour rester plutôt sur aussi ce qui nous importe cet après-midi, l'aide à domicile, on a aussi environ, alors ça concerne des particuliers employeurs qui sont aussi bénéficiaires donc de l'APA. Elles sont environ 5000 personnes à bénéficier donc de l'APA. Environ 300-400 aussi particuliers employeurs bénéficiaires de la PCH, la prestation compensatoire du handicap. Donc, pour rester vraiment sur la dimension particulier employeur APA, donc c'est un peu plus de 5000 particuliers employeurs représentent donc 15% de la part régionale des bénéficiaires donc APA à domicile.
Les assistants de vie qui travaillent pour les personnes qui sont âgées de plus de 80 ans et qui souvent sont bénéficiaires de cet APA sont environ au nombre de 3000 et elles travaillent soit en mode emploi direct, c'est-à-dire que la gestion de la relation d'emploi est visée, elle est animée directement entre le particulier employeur et le salarié, et sur certains territoires, par voie aussi dite mandataire. Alors en Bourgogne-Franche-Comté, beaucoup plus centré en Saône-et-Loire, sur les bassins chalonnais, mâconnais, un peu sur le Charolais, et puis sur l'Est ligérien, hein, axe Nevers, Cônecourt-sur-Loire, et puis aussi côté Belfort. Voilà, donc cette activité mandataire, c'est bien évidemment une tierce structure, alors type CCAS, centres sociaux, ou autres associations qui vont accompagner la gestion administrative donc de l'emploi à domicile. Voilà un peu les caractéristiques assez rapides. Et je pense que ça sera assez plus important, voilà, de parler des besoins en recrutement tout à l'heure. D'accord. Du coup, Monsieur Rousseau, bonjour et merci d'être présent aujourd'hui. Je vous retourne également la question. Dans chacune de vos fédérations, auprès de quel public interviennent vos salariés, avec des guillemets? Et présentez-vous d'abord, peut-être, ce qui serait bien. Merci beaucoup pour me donner l'occasion d'intervenir et de présenter effectivement le côté un petit peu entrepreneuriat en fait des services à la personne, puisque moi je vais vous parler effectivement des structures, des entreprises dans ce secteur. Comme vous l'avez dit, il y a plusieurs fédérations. Tout à l'heure, on vient juste d'avoir une présentation du particulier employeur. Donc, c'est une caractéristique de ce secteur des services à la personne. Nous avons aussi le secteur associatif et nous avons le secteur entrepreneuriat, donc avec des entreprises de services à la personne. Donc, je suis le directeur de la formation et du développement pour la FESP, pour la Fédération des services aux particuliers. Cette fédération donc rassemble 2500 entreprises, mais est également présente au sein d'une branche qu'on appelle les entreprises de services à la personne, où on a un peu plus de 6000 entreprises présentes, ce qui représente aujourd'hui, on va dire en termes d'activité globale sur les services à la personne, environ 60% de l'activité des services, 40, pardon, un peu plus de 40% de l'activité des services à la personne. Donc, évidemment, je ne vais pas revenir principalement sur ce qui vient d'être dit, puisqu'il y a quand même des similitudes dans les fonctions et les métiers, même si je peux préciser qu'effectivement, au sein de notre fédération, nous avons évidemment toutes les activités de garde d'enfants à domicile. Donc, nous avons des enseignes qui sont aussi présentes en Bourgogne. Je pense à Babichou. Nous avons toute la partie entretien du cadre de vie. Donc là, nous avons donc là, c'est tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est ménage, enfin tout ce qui est ménage au sein de la maison, mais ça peut être aussi toute la partie petits travaux et puis travaux paysagers. Et puis enfin, on a la troisième grande partie, c'est effectivement tout ce qui correspond à l'accompagnement des personnes âgées et des personnes handicapées. Je rajouterai quand même, puisque dans notre fédération, nous couvrons effectivement, nous couvrons l'ensemble des 21 activités des services à la personne. Nous avons aussi une grosse partie sur l'accompagnement au devoir avec des enseignes que vous connaissez comme Academia par exemple. Et puis aujourd'hui se structurent aussi des activités autour des résidences-services qui sont intégrées aussi dans notre fédération. Pour ce qui est du mode d'intervention, donc la vraie différence du particulier employeur, c'est que nous intervenons effectivement, les salariés sont les intervenants à domicile sont salariés des entreprises. Donc on a un système de management de ces collaborateurs qui se fait en fait par un staff et des dirigeants et des fonctions support qui sont positionnés. Et puis, nous avons des similitudes aussi sur la partie le mode mandataire, puisque nous avons aussi des entreprises dans le mode mandataire. Je pense à une enseigne que vous connaissez certainement qui s'appelle Petit Fils, qui
qui propose effectivement des activités d'accompagnement, de service à la personne, enfin auprès des personnes âgées et handicapées, donc sous la forme mandataire, et comme on vous l'a expliqué, effectivement, donc dans ce cas-là, l'intervenant à domicile, pardon, est salarié du particulier employeur, et le mandataire vient un peu sécuriser le contrat, l'intervention, et accompagne tout au long du parcours. Donc voilà un petit peu une présentation générale. Et évidemment, pour finir, et peut-être c'est la prochaine question, donc avec de grosses problématiques de recrutement qui seront certainement communes avec celles du particulier employeur. Ma deuxième question, et que je pose à vous deux, concrètement, en quoi consiste le métier d'aide à domicile? Monsieur Gallet, vous avez pour Oui. allumer la caméra. Alors j'attends que ma caméra se stabilise. Alors donc sur la partie aide à domicile et donc en référence à la grille des métiers, on va parler donc plutôt d'assistante de vie. Alors quand on est assistante de vie dépendance auprès d'un particulier employeur en situation donc, de grand âge ou de handicap, on n'est pas dans un cadre de soins, hein, sauf dans certains cas de la grille des métiers, dans le cadre d'une délégation de gestes sur certains handicaps, mais on va assister la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne. Donc, accompagnement à la toilette, donc accompagnement donc, aux gestes de la toilette, préparation donc des repas, présence de nuit, voilà, donc manutention de la personne, bien évidemment, respect des gestes et postures, on va dire, techniques. Donc ça, on va bien évidemment, ce sont toute une gestuelle, on va dire, courante. Pour plutôt s'arrêter sur certaines spécificités hein, qui sortent aussi de la gestion de ces actes techniques. Travailler avec un particulier employeur, donc c'est travailler avec un particulier qui n'était pas, comment dire, n'est pas une entreprise, hein, ça reste avant tout un particulier, alors qui va recruter de manière plus ou moins choisie, hein, ça peut être aussi le choix de la famille aussi, qui va recruter donc quelqu'un. Donc il faut qu'il y ait une relation de confiance quand même qui s'installe parce qu'on va être dans une intervention qui se déroule dans un espace privé avec une personne que l'on salarie et qui va être aussi, qui est parfois peut-être aussi quelqu'un que l'on connaît, hein, qui habite peut-être le même quartier. Il faudra que le salarié aussi apprenne à obtenir la bonne posture professionnelle, hein, comment ne pas être intrusif par rapport à cet espace privé, hein, respecter un peu à la fois un espace de vie, savoir équilibrer espace de vie et espace de travail. Donc, le plan de développement des compétences, bien évidemment, introduit aussi le développement de ce type de compétences. En fait, là, vous anticipez un peu sur la question suivante. Mais Voilà. Mais bon, un assistant de vie du particulier employeur, c'est un assistant de vie qui va être dans l'accompagnement des gestes de la vie quotidienne. Voilà. D'accord. Merci. Et du coup, Monsieur Rousseau, de votre côté. Oui, mais non, mais il y a pas de souci. Je vais en profiter pour moi, peut-être plutôt apporter un complément, si je peux me permettre cette expression. Mais évidemment, effectivement, ça passe par un système. D'abord, quand on intervient à domicile, il y a d'abord un diagnostic qui est fait souvent par un responsable des secteurs qui vient effectivement construire le parcours avec la famille, le bénéficiaire, de manière à façon à ce que l'intervention, la prestation soit la plus proche du besoin du bénéficiaire. Donc ça, c'est un premier temps. Et ensuite, et d'y associer l'intervenant à domicile, puisqu'effectivement, à un moment donné, c'est lui qui va faire c'est cette personne qui va faire le travail en réalité. Moi, j'ai pas sur
sur l'approche, je vais simplement insister sur un point, c'est qu'effectivement, il y a également aussi sur cette fonction toute un savoir relationnel qui est très important, au-delà même du savoir technique. Évidemment, je ne veux pas minimiser l'aspect technique, mais ce qui est important, c'est l'aspect aussi relationnel, puisque voilà, c'est aussi on va dire une personne qui est capable d'alerter en cas donc qui fait de la prévention, qui est capable de voir effectivement que la personne âgée n'a pas mangé ou que il y a une difficulté à un moment donné, donc elle est capable alerter éventuellement les autres professionnels du domicile. Donc ça c'est important. C'est pas seulement un travail individuel, mais pour moi c'est aussi également un travail d'équipe et qui fait le lien avec la famille, les soins et on va dire le bénéficiaire lui-même, enfin tous les acteurs qui peuvent apporter donc des solutions pour bien vieillir au domicile. Le deuxième aspect qui commence aujourd'hui à émerger pas mal, c'est effectivement on est sur un secteur qui devient de plus en plus impacté par les nouvelles technologies. Donc effectivement, il y a des livrets il y a des livrets numériques qui apparaissent, il y a des technologies qui permettent de sécuriser la personne à son domicile. Eh bien, à un moment donné, l'aide à domicile peut être aussi, on va dire, la première personne un petit peu, on va dire, en maintenance sur certains aspects. Alors la maintenance, c'est un grand mot, mais ça peut être tout simplement à un moment donné la box qui ne fonctionne pas et qu'il faut remettre en route. C'est des choses effectivement, qui permettent d'avancer. Et puis, voilà un petit peu les points complémentaires que je voulais rajouter. En tout cas, il y a bien effectivement un rôle très fort. On parle beaucoup d'accompagnement et c'est ce on va mettre l'accent sur ces aides à domicile. D'accord, merci. Donc en fait, vous avez abordé mon point suivant, mais c'est parfait. C'était justement les compétences. Moi, me connaissant peu ce métier, la question que je me posais, et vous avez peut-être un éclairage à m'apporter dessus. Généralement, pour les gens, quelle est la motivation? Parce que c'est quand même un métier de conviction, d'envie, quelles sont les motivations pour les personnes pour devenir aide à domicile? Alors, je ne sais pas si vous voulez, Jean-Luc, intervenir maintenant, on alterne, ou le contraire, c'est quand vous rebondir. Commencez. Ok. Oui. Et voilà, donc on va changer un peu. Voilà, spontanément. Alors, effectivement, là, on est un peu dans une phase où on parle beaucoup de reconversion avec le Covid qu'on a pu connaître et enfin cette période de crise sanitaire, et on voit que un certain nombre de salariés ou de personnes, en tout cas, se réinterrogent sur leur parcours professionnel et souhaitent souvent donner du sens à un nouveau parcours professionnel. Donc, on sent quelque chose autour de la vocation. Alors, moi, je l'exprime comme ça, mais ça peut être exprimé autrement. Mais en tout cas, il y a bien cette idée d'aider les autres et de servir l'autre. Donc, ça, c'est pour moi un premier point de motivation. Et puisqu'on aborde la question quelque part des prérequis pour entrer sur ce métier, moi je crois, et c'est pour ça tout à l'heure que j'ai voulu insister sur l'aspect d'accompagnement, au-delà même de la connaissance et de la technicité des gestes techniques qu'il faudra apprendre à un moment donné. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas les connaître, mais c'est surtout des prérequis autour du relationnel. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de métiers aujourd'hui que nous, qui sont aujourd'hui des métiers en difficulté. Je pense, je sais pas, au commerce, en tout cas où il y a des perspectives de licenciement, etc. Où là, il y a des personnes qui se disent pourquoi pas intégrer ces métiers d'aide et ces métiers de service à la personne. Donc voilà pour une première réflexion sur les prérequis. Alors, là aussi, pour enrichir les propos de Nicolas, alors, en reprenant alors différents éléments, on va dire, classiques du secteur de l'emploi domicile et puis aussi de ce qu'on a pu observer sur des études Bourgogne-Franche-Comté. Alors, différents
raisons de motivation, voire de situation d'emploi, parce que bien évidemment, il y a la volonté aussi de travailler voilà, dans un métier de service, un métier à dimension peut-être plus humaine, d'une part. D'autre part, il y a aussi peut-être parfois d'autres situations. Alors, je pense notamment, il est assez courant de rencontrer des assistants de vie qui étaient souvent à l'origine des employés familiales et qui malheureusement ont vu progressivement l'entrée en dépendance des particuliers employeurs. Ça, c'est aussi une raison assez récurrente. Il peut y avoir aussi des motifs, on va dire, un peu plus confortables aussi, puisqu'en moyenne, quand on travaille pour un particulier employeur ou des particuliers employeurs, en général, la moyenne nationale d'un déplacement entre son propre domicile et puis le domicile de son employeur est en moyenne de 5 km. Ça peut jouer. Il y a aussi d'autres situations, là aussi assez courantes, qui sont aussi des salariés qui sont aidants, les enfants, souvent les enfants de leurs parents pour les mêmes raisons d'entrée en dépendance, et qui peuvent devenir salariés de leurs parents et puis voilà, avoir accès au plan de développement des compétences. Voilà un peu globalement. Alors, pour revenir aussi sur une étude que je cite assez souvent, puisque nous, acteurs du domicile en Bourgogne-Franche-Comté, on se retrouve notamment autour de l'ADEC, acteur du domicile, copiloté par l'État, la région et les OPCO. Afin de mieux connaître les conditions, par exemple, d'activité, c'était par rapport à une fiche action précise, mais les conditions d'activité des assistants de vie, la DRETS, enfin à l'époque la Direct, avait commandé donc un rapport et puis donc une étude auprès d'un panel d'assistants de vie, une quarantaine d'assistants de vie, et qui avait démontré, c'est assez intéressant à voir, je le répète assez souvent, grosso modo, un tiers des salariés des assistants de vie particulier employeur travaillent pour 2 à 5 particuliers employeurs, un tiers travaille pour le mode prestataire, le mode emploi direct et ou mandataire. Alors là, on est aussi dans une volonté de combler au maximum le temps partiel, bien évidemment. Parfois aussi d'avoir un complément de retraite, aussi un complément aussi de salaire en se disant je veux travailler ne serait-ce que peut-être 2 heures chez une voisine, par exemple. Ça c'est ça. Et puis aussi, un tiers aussi des assistants de vie interrogés cumulaient cet emploi avec un emploi relevant d'une autre activité professionnelle. On avait, par exemple, une assistante de vie comptable ou une comptable assistante de vie. Voilà, donc on a vraiment tout un prisme de motivation et plutôt de situations assez diverses, mais voilà, qui sont liées aussi aux besoins d'emploi. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Et enfin, ma dernière question, on y vient sur le recrutement. Est-ce que vous avez des difficultés de recrutement sur ce métier? Bientôt, bientôt. Aujourd'hui, mais bientôt. J'anticipais un peu sur l'avenir, c'est ça? Voilà. Alors, mais oui, là, je pense qu'en fait, toutes les personnes présentes un peu autour de cette conférence doivent savoir qu'effectivement, c'est très tendu sur notre secteur, qu'on a vraiment des difficultés de recrutement. Du coup, je n'ai pas assisté complètement au début de la présentation, mais moi, j'ai en tête, en tout cas, la dernière enquête de BMO, donc besoin de main-d'œuvre de Pôle emploi, qui dit pour 2021 à peu près 80 000 recrutements d'assistants de vie et d'aide ménagère. Donc, je mets les deux métiers dans le même bloc. Donc, effectivement, il y a un vrai sujet. Je pense que Jean-Luc reviendra sur le départ en retraite dans le secteur du particulier employeur, qui a aussi de toute façon un impact pour nous, puisque dans certains cas, comme il vient de le dire, elle travaille à la fois dans le cadre d'un particulier employeur, mais elle peut aussi travailler sur des prestations pour nos entreprises. Donc, effectivement, les recrutements,
sont très importants, enfin, aujourd'hui sont très présents déjà. Moi, j'ai tendance à dire aujourd'hui, mais c'est pas tendance, c'est les statistiques qui me sont renvoyées par les entreprises, c'est à peu près 2 ou 3 recrutements par mois potentiellement. Et aujourd'hui, les entreprises ne le trouvent pas et donc refusent les prestations. Donc, on est sur vraiment un gros besoin et je pense que l'année 2021 montre effectivement, enfin, comme déjà les années précédentes, il y avait déjà une tension assez forte et je pense qu'elle elle va s'amplifier. Et là, je vais laisser Jean-Luc en parler puisque les départs en retraite sont quand même assez nombreux dans les prochaines années. Oui, oui. Et là aussi, toujours pour faire un parallèle avec les éléments cités par Justine, par Madame Chemard. Par rapport donc, alors si je commence par des chiffres nationaux, à peu près 1 400 000 salariés du particulier employeur, en incluant aussi les assistants maternels. D'ici 2030, dans 9 ans, donc demain, la moitié, c'est-à-dire un peu plus de 700 000 personnes, partiront en retraite. En Bourgogne-Franche-Comté, ça sera 9 000 assistants maternels. Au niveau des assistantes de vie, il faudra, donc ça sera 50% d'assistants maternels qui partiront en retraite. Et les assistantes de vie, ce sera 2 tiers, hein, c'est-à-dire à peu près 2 tiers de 3 000 personnes qui interviennent plutôt chez les personnes de plus de 80 ans bénéficiaires d'APA. Il y a 2 niveaux. Il y a, d'ici 2030, cette population de salariés donc, à remplacer. Et puis, bien évidemment, il y a les projections supplémentaires par rapport au vieillissement de la population Bourgogne-Franche-Comté. Simplement, on aura besoin aussi de 2000, d'un peu plus de 2000 assistants de vie supplémentaires. Voilà. Et notamment aussi, les besoins sont quand même assez marqués, enfin, sont très marqués en Saône-et-Loire. Alors, quand je parle à peu près de ces 5000 personnes, c'est en équivalent temps plein, hein, 5000 emplois. La Saône-et-Loire, donc, est le département qui enregistrera le plus de besoins, avec le Doubs, la Côte d'Or et Lyon, principalement. Mais la Saône-et-Loire, d'ici 2040, est au numéro 1, place numéro 1. Voilà. Ce que je peux rajouter, effectivement, alors au-delà des besoins de recrutement qui sont vraiment très évidents dans notre secteur de manière générale, hein, donc là, je crois que on vient d'en faire l'illustration. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, c'est que aujourd'hui, dans le recrutement, on parle de CDI. Hein, donc aujourd'hui, nous, c'est à peu près 95% de contrats en CDI qui sont faits. Par contre, effectivement, ce sont des contrats qui sont encore pour 70% à temps partiel, mais des temps partiels qui montent de jour en jour. Donc l'objectif, effectivement, vous l'avez vu, c'est d'essayer d'arriver à faire du temps plein, ce qui n'est pas toujours facile dans notre organisation et surtout dans la manière dont s'organise effectivement le système de prestations pour l'accompagnement des personnes âgées et des personnes handicapées. Donc voilà un petit peu le champ sur lequel on se situe. Alors on pourrait parler, je ne sais pas si c'est l'occasion, mais on peut aussi parler, parce qu'on est là quand même pour faire la promotion de nos métiers, donc on pourrait aussi parler, c'est pas tabou de parler de la rémunération, donc on est aussi sur une rémunération qui aujourd'hui est rediscutée. Hein. Vous avez certainement vu les débats vous qui vous intéressez à ce secteur, vu les débats actuels. Alors peut-être pas du coup sur le particulier employeur, mais en tout cas pour le monde associatif et le secteur privé, bien, il y a une volonté aujourd'hui d'augmenter les salaires. Il y a aussi une mission qui a été confiée, qu'on appelle la mission Laforcade, qui travaille sur l'attractivité de ces métiers, donc qui prend en compte, au-delà de la question des salaires, prend en compte aussi tous les freins qui font qu'on ne vient pas spontanément sur nos métiers. Donc, on est vraiment en train de travailler sur ces questions, sachant que, évidemment, et encore une fois, le salaire n'est pas tabou et qu'il faudra l'augmenter, sauf qu'on peut l'augmenter qu'à condition
qu'on revoit aussi. Alors nous, ça c'est un point de vue fédéral. Hein, du coup, là, on peut ne pas être d'accord du coup avec Jean-Luc, mais en tout cas, nous, c'est à condition qu'il y ait une réforme vraiment du système. Alors, on rentre dans la mécanique, mais un système de l'APA, l'aide personnalisée, pour les personnes âgées, et la PCH pour les personnes handicapées. Et donc, l'objectif, effectivement, c'est de retravailler sur la tarification de ces deux prestations. Alors, par rapport à l'attractivité, au niveau des salaires, les bases salariales ont été revues en 2016 et ont encore rénové il y a 2 ans, je crois. Donc, les grilles de métier ont été redéfinies, avec aussi des conditions d'augmentation salariale dans le cadre donc, de l'obtention d'un titre de branche, notamment, par exemple, le titre d'assistant de vie dépendance qui est financé par le Conseil régional. Et j'insiste, qui permet à la fois aussi, bien sûr, pour les parties employeurs des salariés d'être bien sûr qualifiés dans leur secteur, ce qui ne les empêche pas aussi de travailler dans le champ, bien sûr, prestataire pour développer leurs heures travaillées. Alors là, on est par rapport aux enjeux d'attractivité actuellement là sur vraiment une pleine actualité, notamment aussi aujourd'hui à 16h, c'est que on est dans une démarche actuellement depuis la fin mars d'unification de nos 2 conventions collectives, assistants maternels et salariés donc à domicile, afin d'avoir donc une convention collective unifiée avec un régime unique de prévoyance et des nouveaux droits comme une prime de départ en retraite calculée donc sur la carrière et non plus le dernier particulier employeur, mais c'est une carrière liée à l'emploi à domicile. Et donc là, le projet, donc la proposition de loi avait été donc adoptée à l'Assemblée nationale donc au début du printemps, et là donc le Sénat donc vote en séance publique cette proposition de loi. Donc, d'ici le 1er janvier de l'année prochaine, donc, devrait se mettre en place cette nouvelle convention collective qui génère aussi en plus donc une activité, l'accès aux activités socioculturelles. Voilà, donc en termes d'attractivité, au-delà aussi des conditions aussi d'accès à la formation quand même assez souple en termes de blocs de compétences, etc. Il y a vraiment tout un univers conventionnel qui continue d'évoluer, avec un dialogue social quand même qui est quand même, je pense, assez maintenant bien implanté dans le secteur, avec un Conseil national paritaire du dialogue social et des commissions régionales. Voilà, le secteur continue de se structurer, mais j'insiste aussi quand même que voilà. Et je pense notamment forcément à nos collègues prescripteurs, à mon avis, est bien en tête que voilà, il y a des parcours possibles, de plus en plus possibles, structurés dans l'aide à domicile et dans le cadre voilà, d'une variété d'emplois dans le champ prestataire, presto-mandataire, emploi direct, cumulé avec d'autres activités. On est maintenant dans un cadre de plus en plus souple. Sans aller bien sûr après dans les détails aussi d'aide au permis de conduire, etc., etc. Enfin bon, bref. Et puis aussi simplement un outil régional qu'on peut aussi déployer dans les autres régions. Je parlais tout à l'heure de l'ADEC, ADEC acteur du domicile, pour permettre justement de sensibiliser les jeunes justement aux opportunités d'emploi et de développement des compétences dans l'aide à domicile pour tous les modes d'intervention à domicile, qui est le site adomipro.fr. Qui s'adresse donc aux jeunes scolarisés, voire non scolarisés, et qui leur permet d'avoir déjà un peu des éléments qui leur permettraient de lever des freins sur l'emploi à domicile. Ben non, c'est un métier isolé, ça se relativise. C'est des métiers qui sont bien évidemment sécurisés par des conventions collectives. Il y a des modalités souples d'accès à la formation, etc. Donc, c'est un outil qui a été testé auprès de 70 lycéens à Dijon, 2 lycées, et
n'hésitez pas à l'utiliser. C'est un outil qui permet quand même de faciliter la promotion des métiers de l'aide à domicile et quel que soit le mode d'intervention. D'accord. Ben, merci, messieurs, d'avoir répondu à mes questions. C'était très clair. Ah. Je vais vous laisser la parole et si vous voulez que je diffuse quelques documents, interpellez-moi. Ouais, d'accord. Donc, bonjour, Patricia Siour. Moi, je travaille à l'IRTS de Franche-Comté. Donc, c'est l'Institut régional du travail social. Institut agréé par le ministère des Affaires sociales le 15 mars 1993, qui assure la totalité des formations diplômantes et qualifiantes des métiers du travail social. Voilà. Donc, c'est un institut qui participe à la formation tout au long de la vie de l'ensemble des acteurs et des professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire. Donc voilà, nous travaillons avec les structures sociales, médico-sociales de Franche-Comté, qui constituent pour nous les sites qualifiants, dans le cadre effectivement des formations en alternance, ou encore ces employeurs sont les commanditaires de nos formations. Donc l'IRTS, on m'a demandé de le présenter rapidement. Donc il y a 5 grandes missions pour l'IRTS de Franche-Comté qui sont l'information et l'orientation, c'est-à-dire orienter les futurs candidats dans leur choix de formation selon leur goût, leur parcours scolaire et professionnel. La sélection, c'est-à-dire toute l'organisation des modalités d'accès et d'entrée en formation. Les formations diplômantes, donc nous proposons des qualifications professionnelles de l'intervention sociale via les missions de formation initiale et supérieure, puisque l'IRTS dispense les 13 métiers du secteur social et médico-social. Et enfin, la formation tout au long de la vie, ce qui répond aux besoins de perfectionnement, d'approfondissement des personnes en situation d'exercice professionnel. Et puis le préface, qui est le pôle ressources régionales recherche, formation, action sanitaire et sociale. Donc moi, j'ai été sollicitée pour présenter plus particulièrement la formation d'accompagnant éducatif et social et la spécialité dans le cadre de ce cursus de l'accompagnement à la vie à domicile. Donc le DEAES, il a été créé en 2016, c'est un diplôme de niveau 3, anciennement niveau 5, qui fusionne les ex-formations d'AMP, aide médico-psychologique, et d'auxiliaire de vie sociale. Donc c'est un diplôme qui est composé d'un socle commun qui représente 70 heures des enseignements théoriques et 3 spécialités. Les 3 spécialités étant l'accompagnement à la vie à domicile, l'accompagnement à la vie en structure et l'accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire. Donc, nous, ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, c'est l'accompagnement à la vie en domicile. Donc, il y a 525 heures de cours, 378 heures générales autour d'un socle commun et 147 heures orientées autour de la spécialité de l'accompagnement à domicile. Alors, à la fois par rapport à l'acquisition de compétences, voilà, vous savez, la présentation des plaquettes, l'acquisition de compétences très spécifiques au regard de l'intervention à domicile, qui vont bien évidemment de toutes les techniques de manutention, aide au déplacement, aide à la mobilisation, accompagnement aux soins d'hygiène, mais aussi l'accompagnement à la préparation des repas, l'entretien du linge, l'entretien des locaux, et tout ce qui est aussi la dynamique globale et générale de la prise en compte de la personne, la mise en place et la mise en œuvre à ses côtés de son projet de vie, de la mise en œuvre des directives essentielles qu'elle souhaite mettre en place. Les AES interviennent dans le cadre des associations d'aide et de maintien à domicile, toutes associations confondues, dans le cadre des CCAS, mais aussi dans le cadre des institutions ou des entreprises d'accompagnement et d'aide à domicile. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un diplôme qui est en passe d'être révisé avec une nouvelle réforme, en sachant que c'est un diplôme très récent. Il est sorti en 2016 et il a été mis en place en 2017. Et donc, nous sommes en 2021 et nous avons déjà droit à une réforme.
Et donc, le but de cette réforme, ce sera de supprimer les spécialités, mais que dans le cadre de la formation globale et générale, les personnes puissent avoir des connaissances avec ce DEAES sur la spécificité de l'intervention au domicile, puisque les 3 spécialités seront vues dans le cadre du cursus, qui était auparavant de 525 heures et qui passera à 560, mais toujours avec 840 heures de stage. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à vos attentes, à vos questions. Nous, on a une petite vidéo, je ne sais pas si c'est maintenant que vous voulez la passer. On peut se la passer maintenant pour conclure. Et puis, si vous avez des questions pour Madame Sur, n'hésitez pas à les poser pendant la vidéo. Soyez réactifs, elle dure 2 minutes 30. Voilà. Ça va jamais quand je... Non, mais d'habitude, je suis beaucoup plus coordonné que ça. Là, c'est une catastrophe aujourd'hui. C'est pas grave. Bonjour, je suis tuteur depuis octobre à la formation AES. Très rapidement, le parcours, moi c'est une réorientation complète, puisque je suis issu du commerce, et donc pour relier le rapport au financement, moi c'est Pôle emploi qui m'accompagne, et c'est la région, je peux bénéficier du financement par la région, et pour le coup j'ai pris la spécialité soins à domicile. Alors c'est une envie que j'ai, puisque c'est une vision que je trouve où on est vraiment dans l'accompagnement chez la personne, au plus près d'elle, dans son univers, à maintenir l'autonomie, à être le plus présent et être, comme vous disiez, pas faire à la place, mais vraiment accompagner, puisqu'aujourd'hui le choix de chacun dans n'importe quel type de situation, c'est de pouvoir rester chez soi, et puisqu'on est bien chez soi et qu'on a envie de rester le plus longtemps possible. Il faut véritablement, quand on va rentrer en AES, c'est un choix, c'est une année qui bouleverse complètement, qui bouleverse le psychologique, comme disait M. Rollin tout à l'heure. On est vraiment sur un travail sur soi qui est fort, un travail au sein de groupe, mais c'est passionnant, et véritablement très très passionnant. Mais très prenant, donc il faut se dire qu'il faut avoir la possibilité de pouvoir travailler, puisque ça demande quand même des temps de travail, des temps de lecture, des temps de découverte, des temps pour soi, et puis aussi des temps pour sa vie privée, puisqu'il y a aussi ça à prendre en considération. Donc il faut vraiment arriver à se poser avant de rentrer dans cette formation, puisque effectivement 1 an qui paraît long, qui file à une vitesse terrible, qui mange de l'énergie. Alors il y a beaucoup d'énergie positive, mais malgré tout c'est très prenant, donc ça demande une énergie constante et une présence forte. Mais voilà, moi c'est un choix et c'est très passionnant. Donc et effectivement l'IRTS et le pôle accompagnent pleinement sur ce point-là et ne laisse absolument personne sur le bas-côté, et veut vraiment s'assurer que l'on puisse vivre sainement la formation. Donc voilà. Et pas de questions. Non, j'ai coupé votre micro en fait, parce que ça résonnait tout à l'heure. En fait, il faudrait que vous remettiez votre micro, c'est en bas dans la barre de tâches. Ouais. Micro, voilà. Donc il ne semble pas y avoir de questions. Je pense que vous avez été très clair. Toutes les plaquettes seront disponibles avec le replay. Ce qui peut peut-être être important à ajouter, si je peux encore 3 secondes, c'est dire qu'effectivement, par rapport à l'accès à cette formation d'AES, nous disposons de places financées par le Conseil régional et que nous sollicitons les différents lieux d'exercice professionnel dans le cadre du domicile pour être des lieux de stage, et donc ils peuvent accueillir des stagiaires en formation pour être aussi partenaires de ce parcours, parce que c'est quand même quelque chose de très important. Voilà. D'accord, merci beaucoup.
Je vous en prie. Je vous souhaite une très bonne journée, Madame Suot. Merci. Et je fais comment pour descendre là? Je m'en vais? Je vous accompagne et je vous aide à descendre si vous voulez. C'est gentil, merci. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir. Donc, on y est enfin arrivé. Normalement, on aurait dû enchaîner avec la région et Madame Véry-Schmidt, qui est, excusez-moi, du coup, j'ai réussi à voir Monsieur Guillou, enfin. Donc, c'était un peu le début de notre intervention. On va le faire en décalé, mais comme ça, on aura aussi une vision de l'ensemble des acteurs de l'aide à domicile, du point de vue d'uniformation. Donc, petit rappel, ce qu'on avait abordé avec Madame Chamard, c'était le périmètre d'intervention d'uniformation auprès des fédérations que vous accompagnez, un peu la typologie d'employeurs, quel type d'employeurs vous accompagnez, comment ces fédérations et vous avec eux, comment ces fédérations s'organisent. Je l'ai déjà dit, c'est en fédération. Le type de contrat et le type de salarié, et peut-être démystifier un peu certaines représentations en fait sur le métier d'aide à domicile de votre point de vue. Donc, Monsieur Guillou, je vous laisse la parole. Merci. Tout d'abord, je vous demande de bien vouloir m'excuser. La technique n'était pas avec moi et donc j'ai pas pu vous rejoindre en temps et en heure. Donc, je suis le délégué régional effectivement de l'OPCO Uniformation Cohésion Sociale, OPCO qui regroupe en fait 22 branches professionnelles, tout autour de justement comme son nom l'indique, de tous ceux qui s'engagent dans le soutien au quotidien des personnes. Donc, on a entre autres dans nos branches professionnelles la branche de l'aide à domicile, s'entend aide à domicile associative, c'est-à-dire que toutes nos structures sont des structures de type associatif. Alors, vous les connaissez sous des noms différents, mais elles peuvent être regroupées autour de 3 grandes fédérations employeurs, le réseau ADMR, le réseau UNA et le réseau ADESA. Voilà, en gros, les 3 réseaux. Et sinon, pour citer des noms un petit peu autour de vous, ça peut s'appeler FEDOSAD, ça peut s'appeler, bien sûr, ADMR, ça, vous l'entendez à peu près dans tous les départements, mais vous avez aussi UNIDOM, vous avez aussi des fois des noms d'associations qui sont reliés à des fédérations, mais que vous ne connaissez pas. Au total, c'est plus de 500 structures sur Bourgogne-Franche-Comté et c'est en équivalent temps plein et à gros traits, c'est à peu près 20 000 équivalents temps plein. Alors, mais ça, messieurs Gallet et Renaud vous ont déjà largement brossé le portrait. Donc, c'est effectivement des emplois chez nous salariés. Ils sont portés la plupart du temps sur des CDI à plus de 90%, même si ces CDI sont des CDI à temps partiel. Encore faut-il à un moment donné savoir ce qu'est le temps partiel subi et le temps partiel choisi. Pour une bonne partie, il y a aussi du temps partiel choisi pour des personnes qui font le choix de pouvoir aussi disposer de temps pour d'autres activités et qui ne souhaitent pas exercer à temps plein ces métiers-là. Voilà pour l'OPCO Cohésion Sociale. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Très bien, c'était concis, c'était parfait. Quand on est en retard, on n'a pas le choix. Merci beaucoup en tous les cas, Monsieur Guillou. Voilà, alors, oui. Non, juste sur, après, l'aspect aide et emploi ou pas? Oui, si vous voulez, on peut aborder aussi la question. En fait, c'est moi la question que je me posais et que j'avais posée aussi à Madame Chamard, c'est comment vous accompagnez-vous vous y avez peut-être déjà répondu. Les fédérations que vous accompagnez et du coup. Ouais. On les accompagne dans plusieurs dimensions. La première, c'est le plan de développement des compétences, puisque, comme toute entreprise, elles ont un plan de développement des compétences. Et il faut savoir que dans l'aide à domicile associative, c'est quelque chose qui a toujours été au cœur des préoccupations de la branche. Et ils y consacrent jusqu'à plus de 2% de leur masse salariale. Et ça peut commencer à représenter pas mal d'argent, d'autant que ces plans de développement de compétences sont cofinancés
d'une part par la région, mais aussi en partie maintenant par les fonds de la CNSA, donc la Caisse nationale solidarité autonomie, et ça permet d'envoyer, pour vous donner un ordre d'idée, à peu près plus de 500 salariés par an sur des modules professionnalisants, parce que, comme l'ont bien dit les deux fédérations employeurs qui étaient là, les publics se diversifient, les problématiques se modifient aussi, et donc il y a toujours besoin aussi de se tenir au courant de nouvelles pathologies aussi qu'il va falloir prendre en charge, accompagner, et pour ce faire, le plan de formation, ça sert à ça. Deuxième axe important, et qui cette année a connu un gros développement, puisque on enregistre, en ce qui nous concerne, un peu plus de 180 contrats d'apprentissage. C'est l'alternance qui arrive en force sur la branche aide à domicile, et nous accompagnons les employeurs et les candidats à l'apprentissage pour la signature de contrats d'apprentissage, mais ça peut être aussi des contrats de professionnalisation, l'un ou l'autre. Et il y a même un troisième dispositif qu'on utilise pas mal, qui s'appelle le contrat de pro expérimental, qui est un petit peu moins connu, mais dont l'expérimentation a été reconduite, et donc on en profite pour faire des parcours sur mesure, là, cette fois-ci, pour accéder sur ces métiers-là. D'accord. Ok. Tout est dit. Tout est dit, en fait. Que Voilà. rajouter de plus? Merci beaucoup, Monsieur Guillou. Et encore, toutes mes excuses. Non, c'est pas vous. Vraiment, les technologies, on n'y peut rien. Là, c'est des choses qu'on ne contrôle pas forcément. Voilà, et donc, de toute façon, je verserai un certain nombre de documents, et puis que les gens n'hésitent pas à venir vers moi. Oui, puis vous nous aviez donné des documents comme sur les a priori qu'on peut avoir sur les métiers d'aide à domicile, qui se retrouveront en ligne avec, Très bien. avec ce magnifique replay que je regarderai vraiment avec. Voilà. Important, oui, d'autant que la période et la crise sanitaire dans laquelle on a été a permis quand même à beaucoup de gens de se rendre compte de l'utilité et de la réalité de ces emplois. Et deuxièmement, ça a un petit peu permis aussi que les pouvoirs publics les regardent avec un peu plus de bienveillance, et finalement, les partenaires sociaux qui portaient un accord salarial depuis quelque temps ont vu cet accord, d'une part, effectivement signé par partenaires sociaux, mais surtout étendu. Et c'est-à-dire que maintenant, il est en vigueur sur la convention collective pour l'ensemble des structures. Et ça veut dire que les rémunérations dans ces emplois-là, à partir d'octobre, vont augmenter en moyenne de 15%. Donc, qu'on se le dise. Je peux poser une question bête, du coup? Il n'y a pas de question bête. Oui, je sais. 15% d'à partir de combien, en fait? Parce que 15%, c'est intéressant, mais si c'est 15% de 800 €, c'est un peu plus, mais pas beaucoup. Oh non, parce que si on ramenait ça à des salaires mensuels temps plein, on serait plutôt sur de l'ordre de 1 500 €. D'accord. Donc voilà, ça vous donne un peu un ordre d'idée. Après, il y a plein d'autres choses qui interviennent aussi, puisque maintenant, une des difficultés sur ces emplois-là, c'est souvent aussi un problème de mobilité. Mais là, sur les structures associatives dont je vous parle, la plupart maintenant sont dotées de véhicules et mettent à disposition des véhicules sans problème. D'accord. Mon autre question, du coup, vous parlez véhicule, mais si la personne n'a pas le permis? Accompagnement, prise en charge, les dispositifs sont nombreux pour le faire. Aucun problème. Ok, merci beaucoup. Eh bien, je vous souhaite une belle fin de journée, et je vais inviter Madame Valérie Schmidt-Quillet à nous rejoindre, ou à me rejoindre sur scène, afin de parler de l'expérimentation qui a été menée par la région Bourgogne-Franche-Comté. Merci Caroline, à plus tard. Merci. Bonjour à tous et merci pour cette invitation. Moi je vais particulièrement, Valérie Schmidt qui est chargée de mission auprès de la direction de la formation des demandeurs d'emploi
au sein de la région. Donc, je vais particulièrement parler de la question du programme régional de formation et des plateformes expérimentales dans les métiers des services à la personne. Alors, je vais partager ma présentation. Ah, on n'est pas sur la première slide. Comment se fait-il? Ah, voilà, première slide. Donc, le programme régional de formation au métier des services à la personne pour l'année 2021. En fait, donc, c'est une quarantaine d'actions de formation réparties sur l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté, dont 8 plateformes expérimentales de formation au métier des services à la personne. Toutes ces actions de formation permettent d'intervenir à l'issue de la formation au sein des services à domicile, au sein du domicile, mais également en établissement. Donc, les plateformes de formation au métier des services à la personne, donc effectivement, c'est issu d'une construction concertée et partenariale qui a eu lieu notamment au cours du premier semestre 2020 auprès des acteurs de l'emploi, de l'orientation, de la formation et de l'autonomie. Ah, ça bouge tout seul, notamment et aussi des organismes de formation et des stagiaires de la formation. C'est à l'issue de ces concertations et dans le cadre de ces concertations, en fait, a émergé donc la création d'un groupement de commandes entre les branches professionnelles, les OPCO, OPCA et la région. Donc les OPCO concernés donc sont les OPCO des entreprises de proximité, de Uniformation, l'OPCO Santé et l'OPCA NFH. Et un lien étroit a été posé avec les conseils départementaux pour pouvoir travailler sur la question de ces plateformes de formation. Les principales intentions de cette expérimentation et de plateforme de formation, c'est de répondre aux besoins, donc dans un premier temps, effectivement, les besoins des personnes en situation de handicap ou personnes âgées, aussi aux besoins des familles, on le verra, on en a parlé déjà, donc répondre aux besoins d'intervention sécurisée et adaptée, mais également donc répondre aussi aux besoins des entreprises, accompagner le recrutement et la montée en compétences. Donc ces plateformes se veulent accueillir au sein des mêmes formations donc les actifs en emploi et les actifs en recherche d'emploi afin de faciliter donc le partage d'expériences, accompagner le tutorat et l'accueil en entreprise par les salariés notamment, et ça nécessitait donc une adaptation des rythmes d'alternance au sein des formations pour être le plus adapté possible aux contraintes et aux possibilités des entreprises. C'est répondre aux besoins des territoires aussi, en développant des synergies territoriales, donc en mobilisant la coopération entre les organismes de formation présents sur un même territoire pour développer la diversité des expertises, mutualiser les outils et les méthodes pédagogiques innovants. C'est aussi prévoir l'articulation avec les dispositifs d'accompagnement existants, les dispositifs en amont de la qualification, des VAE aussi, et donc notamment à travers le travail partenarial entre les acteurs de l'emploi, de l'orientation, de l'insertion, de la formation et puis du maintien de l'autonomie. Et c'est répondre aux besoins des apprenants, des stagiaires apprenants, en adaptant et en individualisant les parcours, donc en prévoyant des formations au rythme de l'apprenant et des entreprises, donc à travers des parcours courts, voire très courts parfois, longs en fonction de l'expérience des apprenants, des acquis et des besoins des apprenants. Effectivement, donc c'est des plateformes qui visent des entrées par compétences, par acquisition de compétences à travers différents modules. Donc certains blocs de compétences, on a parlé tout à l'heure de blocs de compétences, ont été redécoupés en modules pour aller au plus près des besoins. Donc l'ensemble de ces modules peuvent permettre de valider un ou plusieurs titres professionnels ou d'attester de compétences spécifiques en rapport avec les besoins métiers dont on a parlé en préambule, enfin pendant tout ce webinaire. Au sein, donc, pour entrer et sortir de ces formations, de ces plateformes de formation, en fait, le dispositif se veut souple. Donc, on peut rentrer par un dispositif en amont de la qualification qui permet de vérifier des prérequis. Pareil, on en a parlé tout à l'heure, ou de confirmer des projets d'intervention dans les métiers du sanitaire et social. On peut rentrer directement sur la qualification. Alors, cette qualification, elle est composée, elle est en deux parties. Une partie socle, composée de 11 modules qui permettent l'acquisition de techniques nécessaires aux premières interventions. On en a évoqué aussi tout à l'heure un certain nombre.
et une poursuite de formation au sein d'une offre modulaire composée de 19 modules assez spécifiques. Je reviendrai tout à l'heure sur le détail de ces modules. Donc, qui permet l'accès, donc se fait par prescription, en rapport avec aussi tout le champ de tous les acteurs de l'orientation, pour pouvoir permettre l'accès au plus grand nombre à travers des formations très adaptées et très individualisées. Et dans le cadre de cette formation, de ces plateformes, il y a la possibilité d'aller-retour entre l'emploi et la formation, et de revenir après sur la formation pour pouvoir effectivement aller jusqu'au bout d'un parcours, par exemple, de certification. C'est une entrée, donc je le disais tout à l'heure, une entrée par compétences, déployée donc à travers 30 modules sur tous les territoires d'expérimentation. Donc chacun des 8 territoires va proposer à minima ces 30 modules. Donc 11 modules du socle qui permet de travailler donc avec un module positionnement qui permet de travailler sur la question du parcours des stagiaires. Ensuite des modules d'entretien du cadre de vie, accompagnement à la toilette, préparation des repas. On a parlé aussi tout à l'heure de la nécessité de travailler sur la question des savoir-être professionnels. Et effectivement, donc 11 modules qui font partie de cette offre socle par laquelle on peut rentrer, mais on peut aussi rentrer par une autre, les offres complémentaires. Donc ces modules, on peut les suivre individuellement. On peut venir sur la formation pour un module, pour 2 modules, pour un bloc de compétences. On peut les prendre. Ils peuvent être proposés dans n'importe quel ordre en fonction des territoires d'expérimentation. Donc voilà, c'est un dispositif qui se veut souple. Et puis donc 19 modules complémentaires donc qui ont été travaillés et abordés dans le cadre des constructions et des concertations qu'on a pu avoir avec les différents acteurs, donc qui sont adaptés aux besoins des employeurs locaux et des apprenants, donc autour d'une un peu plus loin sur la question du handicap ou de la dépendance, sur l'intervention à domicile ou en établissement, mais aussi sur de la psychopathologie ou de la psychogérontologie. Valider un PRAPS, un PRAPS 2S, enfin voilà, donc tout un tas de modules, travailler sur la question de l'accompagnement à la fin de vie, enfin voilà, acquérir des compétences sur différentes thématiques en lien avec les besoins du métier. Ces 19 modules permettent aussi de valider l'ensemble du parcours pour aller sur la certification à travers différents titres, auxiliaire de assistant de vie dépendance, assistant de vie aux familles. Ça peut être de l'agent d'accompagnement auprès d'adultes dépendants, enfin voilà. Donc un certain nombre de titres du secteur. Ça, je suis allée un peu vite. Donc ces plateformes, donc les 8 territoires, donc c'est un par département. Donc comme je disais tout à l'heure, les plateformes sont proposées en groupement d'organismes de formation au niveau de la coopération entre les organismes de formation. Donc vous avez les contact mail de chacune des plateformes sur cette slide. N'hésitez pas à reprendre contact avec ces plateformes pour avoir des précisions sur la manière dont ils envisagent, ils envisagent, enfin en cours, puisque elles sont en cours, ces plateformes, ils envisagent le développement de cette expérimentation. Donc voilà, même si tous les modules sont les mêmes, il y a un ensemble de modules qui vont être les mêmes sur l'ensemble des territoires, chaque plateforme a sa manière d'organiser la formation autour de ces modules. Vous pouvez aussi également prendre contact avec les chargés d'animation territoriale à emploi formation au sein du conseil régional. Donc vous avez les contacts ici par territoire, ou moi-même au niveau plutôt d'un contact plutôt sur une vision plutôt régionale de ces plateformes. Les conditions d'accès à la formation du programme régional de formation pour les actifs en recherche d'emploi. Alors, je ne vais pas rentrer sur la question des conditions d'accès à la formation pour les actifs en emploi, même si la plateforme le prévoit. On a présent là des OCO qui sont susceptibles de pouvoir mieux répondre que moi sur ce sujet. Donc, pour les actifs en recherche d'emploi, les formations sont accessibles donc à toute personne de plus de 16 ans sortie du système scolaire, en recherche d'emploi, inscrite ou non à Pôle emploi, qui justifie d'un projet professionnel confirmé par un conseiller en évolution professionnelle ou un professionnel relevant d'une structure membre du service public régional de l'orientation. Donc, il y a la possibilité de prise en charge des frais pédagogiques par le conseil régional. Si la personne en recherche d'emploi est
bénéficiaires de l'aide au retour à l'emploi et à la possibilité de versement de l'aide au retour à l'emploi, formation par Pôle emploi. Si la personne n'est pas indemnisée par l'assurance chômage, la région peut verser une rémunération, une aide de transport et un hébergement, et la région finance la protection sociale. Et dans le cadre des formations, donc une aide forfaitaire de 200 € à l'entrée en formation est proposée à tous et versée à tous à l'entrée en formation. Donc sur la question des aides régionales aux stagiaires, donc il y a une revalorisation dans le cadre du PRIC en mai 2019 de ces aides régionales, dans le cadre d'une expérimentation sur cette revalorisation. Et donc à savoir que effectivement, au regard de cette expérimentation, l'État a pris la décision de revaloriser en 2021 donc le barème national des rémunérations de stagiaires qui n'avait pas été échangé depuis un certain temps. Donc voilà, la question de la prise en charge aussi de ces formations est aussi en évolution par rapport au niveau régional et au niveau national. Voilà, j'ai fait le tour, j'étais assez rapide sur cette présentation, donc n'hésitez pas à reprendre contact soit avec les collègues du conseil régional, soit avec les plateformes pour avoir de plus amples renseignements par rapport à tout cela. Merci beaucoup en tout cas de votre attention. Je remercie l'ensemble de nos intervenants de ce jour, et ils ont été nombreux, pour leur présentation très claire du métier ou des métiers d'aide à domicile. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne fin de journée, et je vous dis et vous donne rendez-vous pour notre prochain webinaire secteur et métier. Merci et au revoir.